Exiger plus de Gaston. Ce matin en Beauce. Une dame fascinante que je vais vous présenter. Premièrement, elle a un lien avec ma petite municipalité adoptive, Vallée-Jonction, puisqu'elle a travaillé pour Olimel, travaille encore pour Olimel, et a travaillé pour Olimel du temps où l'usine était en fonction à Vallée-Jonction, il y a de cela quelques mois déjà. Et en plus de cela, elle commence à s'intéresser à l'histoire militaire. Et ça l'a amené à découvrir un héros beauceron qui est membre de sa famille. Madame Josée Veilleux, bonjour. Bonjour, M. Cloutier. De qui allons-nous parler? Donc, nous allons parler de Florian Senior Veilleux, qui était l'oncle de ma grand-mère. Donc, c'est-à-dire mon arrière-oncle avec les générations, un natif de Saint-Benoît. Et il est revenu de la guerre et il a demeuré à Saint-Georges là, pour le restant de ses jours. Oui. Juste avant qu'on continue, je sais qu'on va parler de toute la péripétie que vous avez vécue pour retracer toute l'histoire, les lieux, les endroits où votre oncle, votre arrière-grand-oncle s'est retrouvé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous êtes fait des amis allemands. On pourrait peut-être les saluer en allemand si votre allemand est encore Oui, bon. Exactement. Donc, hello Thomas und Christian. Thomas et Christian, j'imagine, oui, Christian, deux amis que vous vous avez fait là-bas. Racontons tout d'abord pourquoi il a été honoré, il a été déclaré, il a reçu des médailles, cet homme-là, pour ses exploits lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait quoi exactement? Oui, lui, on l'a toujours appelé oncle senior, donc c'est comme ça que je vais parler de lui. Et oncle senior, il s'est engagé volontairement en 1939 avec le régiment de la Chaudière. Il est parti poursuivre son entraînement avec le régiment en Angleterre pour débarquer le jour J, le 6 juin 1944, sur la plage Juno Beach, là, en Normandie. Soit dit en passant, le régiment de la Chaudière a été le seul régiment canadien francophone à débarquer le jour J. Mm-hmm. Et il y a eu beaucoup de morts. Oui, il y a eu beaucoup de morts. Lui a survécu au débarquement? Il a survécu au débarquement et tout le long, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été au front avec le régiment. Qu'est-ce qu'il faisait exactement avec le 22e régiment? C'est plutôt le régiment de la Chaudière. Donc, lui, il était brancardier, c'est-à-dire qu'il transportait les blessés. Là. OK. Et c'est là qu'il a eu à vivre un moment qui en a fait véritablement un héros. Racontez-nous un peu. Oui, lui, ça s'est passé en mars 1945. Donc, le régiment, le front était rendu sur le territoire de l'Allemagne. Et à un moment donné, son unité, qui faisait partie de la compagnie B du régiment de la Chaudière, a été pris en embuscade sur une ferme. Et à ce moment-là, les Allemands, il y avait un petit groupe d'Allemands qui était caché dans une forêt à 150 mètres de la ferme. Et les soldats, il y avait eu l'information que les Allemands s'étaient retirés de la municipalité. Donc, à ce moment-là, eux, ils ont pris, ils fouillaient de ferme en ferme. Et c'est là que les Allemands, là, ils ont commencé à leur tirer dessus. Ils n'étaient pas aux aguets, j'imagine. Non, exactement. Eux, ils faisaient juste avancer vers la commune, le village de Zonsbeck. Donc, à ce moment-là, les soldats se sont réfugiés dans la maison de ferme et les soldats allemands cachés les ont bombardés durant plus de 24 heures. La ferme a été démolie en totalité. Et lorsqu'ils ont été surpris, il y avait des soldats dans les champs tout autour de la ferme qui ont été blessés. Et là, évidemment, il fallait, eux, crier à l'aide. Là, on parle de soldats canadiens. Oui, soldats canadiens, soldats du régiment de la Chaudière qui étaient vraiment, qui ont été atteints par les tirs. Il y avait des beaucerons là-dedans, j'imagine? Oui, le régiment de la Chaudière était beaucoup composé de gens de la Beauce. Donc, on a des blessés dans le champ et tout ça. Mais là, il faut aller les chercher. Exactement, mais personne n'est prêt à risquer sa vie pour aller les chercher sous les tirs des Allemands. Il y avait des obus, des mitraillettes. Et seul oncle senior a sorti de sa cachette, est allé chercher le premier blessé. Il l'a ramené
Et là, à ce moment-là, lui a dit à son lieutenant, il y a un autre blessé qui crie plus loin. Et encore une fois, personne ne veut risquer sa vie. Il sort encore par lui-même chercher le deuxième blessé. Il le ramène. Et il a travaillé toute la soirée, toute la nuit là pour remonter le moral des blessés et leur porter secours. Et c'est de là qu'il a obtenu la médaille militaire, une importante militaire de l'armée canadienne. D'ailleurs, seuls 12 soldats du régiment de la Chaudière ont obtenu cette médaille durant la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez appris cette histoire-là, vous? Est-ce qu'elle vous a été racontée ou vous l'avez découverte par hasard? Racontez-nous comment on vous parle de votre grand-oncle oui, comme un héros. En fait, je passais mes étés sur la ferme à Saint-Benoît et il y avait une grande photo du régiment là accrochée sur le mur de la cuisine de mes grands-parents. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah, j'étais haute comme 3 pommes, disons. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai toujours été fascinée par cette photo, par mon oncle qui était sur la photo. Et ma grand-mère était toujours fière de parler de lui. Et moi, je prenais une chaise, je la rapprochais, évidemment, j'étais petite. Et je l'approchais sur le mur, puis je montais dessus, puis je passais du temps, là, je le fixais, j'étais fascinée par cet homme-là. Et à mesure que j'ai grandi, à un moment donné, j'ai découvert que ma grand-mère avait un habit d'armée caché dans son garde-robe qui lui appartenait à cet oncle. Et là, elle m'interdisait d'aller le voir, c'était comme tabou, c'était comme, moi, ça m'intriguait. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle vous interdisait d'aller voir cet uniforme-là qui avait appartenu? Non, je ne l'ai jamais su. Vous l'avez jamais su? Mais en cachette, j'allais voir l'habit, là. Okay. Fait que ça a fini que lorsqu'elle est décédée, compte tenu de mon intérêt, j'ai hérité de cet habit d'armée que j'ai toujours. OK. Parce que vous lui aviez signifié avant son décès tout l'intérêt que vous aviez pour la vie militaire de son oncle à elle, si je comprends Exactement. bien. OK. Donc, elle vous lègue cet habit. Est-ce qu'elle avait entre les mains la médaille qu'on lui avait décernée? Non. Les médailles, en fait, il y a eu 6 médailles. OK. Il y a eu 6 médailles au total. Et les médailles sont dans la famille. Là. OK. Lorsqu'il est revenu de la guerre sans aucune blessure, il est revenu sans avoir été blessé? Non, pas physiquement, non. Non. Mais c'est sûr que c'est tous des troubles que les soldats qui sont revenus de la guerre, évidemment, ils ont vu beaucoup de choses là, assez atroces. Fait que c'est sûr que Est-ce que je me trompe en me disant qu'à cette époque-là, ils cachaient ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui des chocs post-traumatiques et qu'ils n'avaient pas autant d'appui, de support que nos soldats qui reviennent en choc post-traumatique peuvent en avoir aujourd'hui? Je pourrais pas l'affirmer ni l'infirmer parce qu'évidemment, je suis pas médecin. Mais oui, c'est sûr que peu importe les soldats, ils sont tous revenus là, avec différents traumatismes. OK. Et là, vous avez décidé d'en savoir plus. Vous commencez où vos recherches exactement? Vous commencez ça chez nous, au Canada, au Québec, en Beauce? Oui, en fait, je me sers de la technologie actuelle. Donc, je pars avec son nom, avec le fait qu'il y a eu une médaille et je débute les recherches par Google. C'est quoi son nom? C'est Florian Victor Senior Veilleux. D'ailleurs, le nom Senior lui est revenu de la guerre. On ne sait pas exactement pourquoi. J'ai un peu mon hypothèse, mais depuis son retour de la guerre, là, ça a toujours fini comme Senior ou oncle Senior. Qu'est-ce que tu trouves sur le spécialiste des Google quand on tape le nom de M. Veilleux? Le premier résultat, c'est le site Généalogie du Québec et d'Amérique française, où est-ce que quand même on retrace quand même beaucoup d'informations là-dessus. Je ne sais pas si vous avez travaillé un peu pour que ça se rende jusque-là, mais là, il y a beaucoup d'informations, ce qui ne devait pas avoir lieu lorsque vous avez commencé vos recherches. Exactement. Moi, en fait, la première recherche qui m'est ressortie, le premier résultat, c'est son oriflamme. Donc, à chaque année, ici à Saint-Georges, on peut voir des oriflammes, des soldats. C'est ça, un drapeau qu'on accroche après les lampadaires ici. Exact. Et
il y a son oriflamme ici à Saint-Georges. Oui, exactement. Toujours installé sur le boulevard Dionne, là, Au dans même l'ouest. endroit? Toujours? Autour de la 14e rue. Cette année, il était au coin de la 16e rue. Habituellement, c'est la 14e. Et pourquoi la 14e rue? C'est parce que lorsqu'il est revenu de la guerre, ses parents ont vendu la ferme de Saint-Benoît et se sont construit une maison sur la 14e rue. Il a été demeuré avec ses parents. Donc, c'est la raison pour laquelle son oriflamme est dans ce coin-là. Il avait quel âge au moment où il est allé à la guerre? Il avait 21 ans. Et il était volontaire. Volontaire. OK. On n'a pas couru après lui dans les bois. Donc, vous commencez à googler le nom de votre oncle et il arrive des résultats. Est-ce que ça vous met sur une piste à ce moment-là? Oui, ça me met sur des pistes. Je prends des notes. Mais le plus important, je recherchais c'était quoi qu'il avait fait pour obtenir la médaille militaire. C'était quoi, dans quel contexte, à quel endroit. On savait absolument rien dans la famille. Je posais des questions. Et vous ne deviez rien trouver non plus sur Google? Non, je ne trouvais rien. Donc, j'ai mis à profit un petit peu ma perspicacité. Et j'ai fini un mois plus tard par retrouver la citation de l'Armée canadienne qui expliquait pourquoi, dans quel contexte, il avait obtenu la médaille. Et où est-ce que l'on trouve cette citation-là? À quel endroit elle se trouvait? Oui, dans les archives canadiennes du gouvernement du Canada. OK. À Ottawa. On peut avoir accès par Internet. OK. Et là, vous apprenez pourquoi on a décoré votre oncle. Oui. Et oui. Si on résume un peu ce que l'on y dit, dans les motifs pour le décorer d'une médaille, ça doit être un peu les événements que vous nous avez relatés un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il a sauvé deux soldats qui avaient été blessés malgré le tir nourri de l'ennemi. Est-ce que on rajoute des choses? Est-ce qu'il y a d'autres gestes qu'il a posés qu'on reconnaît aussi dans les décorations qu'on lui a remis? Ben, on reconnaît dans les 6 médailles le fait qu'il y avait l'étoile France-Allemagne. Donc, il y avait l'étoile, la médaille du volontaire. Ça, c'est des médailles qui ont été accordées à tous les militaires, tous les soldats là, qui se sont engagés au début de la guerre. Mm-hmm. Et donc, vous êtes parti de là, et après ça, vous avez fait des recherches ailleurs qu'au Canada. Vous avez décidé d'aller voir où est-ce qu'il avait posé son geste héroïque, c'est-à-dire en Allemagne, dans cette ferme en particulier. Et après la pause et après notre bulletin de nouvelles, on va voir dans quelles aventures vous vous êtes lancé trop sans le savoir. Vous avez commencé ça en quelle année, cette cueillette? En mai 2022. Quand même. Vous avez arrivé avec des résultats assez rapides et expéditifs et concluants en 2 ans. D'ailleurs, vous allez écrire un livre, on en reparlera. On s'arrête. Ce matin en Beauce. Ah, fascinant que l'histoire de son arrière-grand-oncle que nous raconte Mme Josée Veilleux, qui a été un héros de guerre. Et vous êtes parti à la chasse de ses exploits. Vous avez commencé par nous raconter, ça commence par une petite recherche Google. Vous vous retrouvez avec les archives militaires qui vous en disent un peu plus sur les motifs de ces décorations. Et là, vous décidez de vous rendre de l'autre côté de l'océan pour voir qu'est-ce qui s'est passé et à quel endroit ça s'est passé. Et là, c'est tout à fait une aventure fascinante qui vous est arrivée. Racontez-moi ça. Oui, moi, durant l'été 2022, je continue à chercher des informations. Avec la citation de son acte de bravoure, je découvre que ça s'est passé à la fin de la guerre en Allemagne, le 5 mars 1945. Et je découvre l'endroit, la commune, qui s'appelle Sonnbeck ou Zandsbeck en allemand. À ce moment-là, je regarde sur Google Maps, c'est où cet endroit-là? Je découvre que c'est à peu près à 60 km au sud des Pays-Bas, donc complètement dans l'ouest de l'Allemagne. Et là, il y a un déclic qui se fait, puis je me mets dans la tête, je vais découvrir c'est laquelle des fermes.
Et là, je pars les recherches. Là, je fais tout ça. Je me sers beaucoup de Google Maps, toutes les petites informations que j'ai eues. Et dans le secteur où je croyais que c'était que la ferme était, il y avait un courriel d'un genre d'hébergement qui était fermé. Je prends le risque d'envoyer un courriel. J'écris que je suis au Canada. Je recherche des informations sur le passage de mon oncle, où ce qu'il a fait son acte de bravoure. J'avais pas aucune attente. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser là-bas de recevoir un courriel du Canada sur une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Faut pas oublier qu'à l'époque, ils étaient nos ennemis. Mm-hmm. Et là, le lendemain matin, dans ma boîte courriel, je reçois un nom que, bon, évidemment, c'est écrit en allemand. J'en reviens pas. Je l'ouvre, je traduis rapidement. J'avais écrit en anglais et en allemand. Je l'ai traduit et là, la dame m'écrit, elle me réfère à l'association du patrimoine pour la conservation sur place. Je leur écris, je fais suivre le courriel. À leur tour, ils me répondent, enthousiastes. Ils me demandent si je suis vraiment du Canada. Oui, je suis du Canada. Et là, ils sont complètement fascinés par l'histoire. Et là, ils embarquent dans mes recherches. Et là, ça l'a monopolisé, je sais pas combien d'Allemands, mais je dirais facilement une vingtaine. Là, ils ont décidé... Une vingtaine d'Allemands qui décident de vous accompagner dans cette recherche-là. Oui, exactement. Okay. Exactement. Donc, Thomas, avec son groupe, la Société du patrimoine de Sombeck, ils décident que oui, on va la retrouver, cette ferme. Et là, ils monopolisent toutes leurs ressources. Ils ont mis des centaines d'heures pour m'aider à la retrouver. Là. Et vous l'avez retrouvée? Oui. Ça l'a fini qu'on l'a retrouvé, mais on n'était pas certain. À un moment donné, à force, on s'échangeait des informations, Canada, Allemagne, tout ce que je trouvais ici. Eux, ils faisaient des interviews avec des gens sur place, dans les fermes là, qu'on pensait. Et à un moment donné, là, les Allemands, on piétinait dans nos recherches. Et là, je reçois un courriel. Là, ils me disent, on a été au bout de tout ce qu'on pouvait faire, de toutes les informations qu'on avait, et on se demande si un jour on va la retrouver, cette ferme. On avait identifié 5 à 6 fermes, on savait pas c'est laquelle parmi elles. Et là, il faut que je me rende à l'évidence. Et les Allemands, ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'heures à essayer de m'aider, puis que là, je peux plus leur en demander plus. Mais moi, dans mon fort intérieur, j'étais convaincue qu'on était tellement proche du but que je me suis dit, je vais continuer tout seul à chercher d'autres informations. Et là, c'est tout à fait incroyable ce qui se passe par la suite. Une semaine après ce courriel, je m'en vais en croisière à partir de la Floride. On embarque sur le navire de croisière et on monte sur les ponts. Et là, il y a 4 autres navires de croisière qui sont accostés. Je me mets à les observer et là, c'est le choc. Là, je dis à mon conjoint, j'ai dit, regarde le nom du navire d'un des 4. Et le nom était le New Amsterdam. Mais croyez-le ou non, mon oncle est revenu en 1945, après la guerre, sur le New Amsterdam. Pas la même version, évidemment. Là, c'est la 4e ou la 5e version de la même compagnie. Mais là, c'est incroyable. Là, je me dis, c'est mon oncle qui m'envoie un message, puis il veut pas que j'abandonne les recherches. Mm-hmm. Et on revient au Canada. Je continue à chercher de mon côté. Et 2 semaines après notre retour, je reçois une information cruciale. Je les envoie aux Allemands. Les Allemands valident. Et bingo, on vient de retrouver la ferme. Le propriétaire actuel de cette ferme-là, qui est le fils du propriétaire de l'époque, il confirme que la ferme de ses parents a été démolie en totalité. Et à ce moment-là, elle était pleine de soldats canadiens. Et là, vous avez la certitude d'avoir trouvé l'endroit où ça s'est passé. Oui. Bon, votre démarche, votre ténacité, votre façon d'aller chercher l'amitié des ennemis de votre grand-oncle qui vous ont aidé dans votre recherche a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont dit « ça vaut la peine de faire un documentaire là-dessus ». Oui, exactement. Pas des Québécois, pas des Canadiens, des Allemands. Exactement. Donc, l'histoire s'est propagée dans la région, là, à Sombeck, et un cinéaste a eu connaissance
de ses recherches. Et lui, il s'est dit, il faut absolument que je fasse un documentaire. Et là, à ce moment-là, c'est là que ça l'a parti. On a commencé là, par rassembler toutes les informations, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait son acte de bravo, le contexte. Et lors de mon passage, l'année passée, au mois de juin, je me suis rendue sur place. Et là, on a continué le documentaire qui est prêt d'ailleurs et qui va être diffusé pour la première fois le 17 avril en Allemagne. Et les Allemands, ils m'ont fait un beau cadeau. Ils l'ont traduit en français, puis je vais le recevoir et on va pouvoir l'écouter ici au Québec, au Canada. Wow! Combien d'heures vous avez pu passer là-dedans? Là, vous allez écrire un livre. Est-ce qu'il est complété, votre livre? Vous allez le publier? Oui, le livre est terminé. Il est présentement chez l'imprimeur à Paris. Donc, je devrais le recevoir au mois de mai. Et je vais faire un lancement de livre ici à Saint-Georges. Évidemment, c'est tout naturel. C'est notre région natale. Oncle Senior est d'ici, de Saint-Benoît. Il a vécu toute sa vie ici. Là. Et comment va s'intituler? Est-ce qu'on a trouvé un titre à ce livre? L'acte de bravoure. OK. Est-ce qu'on verra Senior sur une photo quelconque sur la page couverture? Oui, c'est sa photo de l'armée qui est sur la page couverture. Ça aussi, c'était tout naturel de le mettre en évidence. Est-ce qu'à votre connaissance, il y avait des gens... il était originaire de quel endroit, lui? Saint-Benoît. Saint-Benoît. Est-ce qu'il y a des gens de Saint-Benoît qui étaient au courant de son passé militaire, des actes qu'il avait faits lors de la Deuxième Guerre mondiale? Ben, actuellement, c'est sûr que ça fait déjà... il est décédé en 1980. C'est sûr que là, avec le temps, les générations, on a comme tendance à oublier ces soldats-là. Mais dans la famille, encore aujourd'hui, même les amis, la Légion royale canadienne, tout ce qui a rapport ici en Beauce, les plus vieux s'en souviennent donc Senior. Là. Mm-hmm. Ils se souviennent de Senior. Ouais. Bon, le livre va raconter l'histoire de votre oncle, mais j'espère que vous allez aussi partager avec vos lecteurs toute cette aventure, parce que Senior, il vous a emmené dans une aventure en Allemagne, il vous a même amené à l'endroit où il s'est battu, où il est devenu le héros dont on a reconnu les exploits. Là. Oui, exactement. Donc, dans le livre, la première partie raconte les recherches, comment j'ai fait pour retrouver cette ferme. Comme je disais, il est arrivé plein de rebondissements jusqu'à temps qu'on ait l'information cruciale. Et dans la deuxième partie, c'est mon voyage en Europe au mois de juin passé sur les traces de Oncle Senior et son régiment. Donc, je suis partie du débarquement de Normandie, en Normandie. Et j'ai suivi des positions géographiques jusqu'en Allemagne. Les positions géographiques, en fait, je les ai retrouvées dans le journal de guerre du régiment de la Chaudière. C'était des positions géographiques d'un ancien système militaire de l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, c'était 2 lettres avec 6 chiffres. J'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Et avec l'aide des Allemands, encore une fois, on a décortiqué ce système. Et aujourd'hui, je peux dire que je fais ça un peu comme on dit, les doigts dans le nez. Je suis capable de prendre ces positions-là du journal de guerre puis les mettre dans Google Maps. Et là, je sais exactement où ce que les gars y ont passé. Par exemple, il y a une position qui m'a emmené dans un verger. C'était inscrit que le régiment s'était arrêté manger dans un verger. Ils ont inscrit une position et moi, je l'ai transformé sur Google Maps. Et je me suis rendu dans le verger au mois de juin. J'ai dit, wow, les gars se sont arrêtés ici et ils ont mangé. Là. Vous avez en fait suivi à la trace votre grand-oncle. Exact. C'est votre grand-mère qui était la cousine de ce héros. Elle n'en parlait pas de ça. Elle voulait même pas que vous voyiez son uniforme. Pourquoi? Oui, à l'époque, il faut comprendre que la société, en général, n'était pas prête à écouter ces histoires-là de nos soldats qui sont revenus de la guerre. Et aujourd'hui, on peut en parler, malheureusement trop tard pour leur donner une voix. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit un livre, pour ne pas les oublier. Parce que la liberté qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. Là. Fait que c'est pour ça que ma grand-mère, puis toutes les autres de l'époque, les autres gens, la société, ne voulaient pas entendre ces histoires d'horreur-là. Là. Combien, selon vous, de personnes en Allemagne vous ont assisté dans cette belle aventure?
Je dirais, au départ des recherches, avec Thomas et son groupe, était peut-être une vingtaine, mais quand j'ai été sur place, je dirais facilement, j'ai été accueilli par au moins une trentaine d'Allemands. Là. Et ils vous ont bien accueilli et ils sont restés en contact avec vous. Est-ce qu'on va en voir quelques-uns dans le fameux documentaire? Oui, on va en voir exactement. Donc, moi, quand je me suis rendue sur place en Allemagne, je me suis laissé fier. Je me suis fié à eux. Ils m'ont dit, tu vas te stationner à tel endroit. Je suis arrivée, j'étais seule dans mon voyage. Je suis arrivée, je me suis stationnée. Ils m'ont fait faire une randonnée dans la forêt où ce que le régiment est passé jusqu'à la ferme qui appelle Nabershof. Donc, cette ferme a servi d'hôpital militaire au régiment de la Chaudière lorsqu'ils sont passés, le front est passé, qui se trouve à être à 2 kilomètres de la ferme qui a été démolie dans sa totalité. Donc, à ce moment-là, les propriétaires de la ferme Nabershof, ils m'ont accueilli, ils m'ont même invité à dormir sur place, comme les soldats du régiment de la Chaudière. Ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, ça a été une expérience totalement incroyable. Donc, c'est à partir de là, j'ai rentré dans l'ancienne porcherie où ce que mon oncle a mis les pieds. C'est encore le plancher d'origine 1945. Et j'ai pu voir là, tous les parcs à part là, dans le temps où ils ont mis les blessés. Ensuite de ça, le lendemain, je me suis rendue à la ferme qui appelle Hartogshof. C'est à cet endroit que la ferme a été démolie, que le régiment avait été pris en embuscade. Et le propriétaire de la ferme m'a donné la permission de planter ma tente entre la ferme et le petit boisé, la forêt, pour une nuit. Donc, j'ai dormi à la Belle Étoile, comme mon oncle et les soldats là, qui ont été pris en embuscade, qui ont passé la nuit à cet endroit-là. Et j'ai également eu l'autorisation et le privilège, même, je pourrais dire, de passer le détecteur de métal à l'orée de la forêt avec un des Eric, qui est un spécialiste et passionné de la Seconde Guerre mondiale également. Et on a retrouvé des objets qui provenaient de cette fameuse nuit-là. Des objets canadiens et allemands. En avez-vous gardé quelques-uns? Oui, que j'ai ramenés. Et qu'il va être aussi, lors de mon lancement de livre, qui vont être exposés. On va s'en reparler, José Veilleux. Est-ce que, je termine là-dessus, vous n'avez pas l'impression que vous aviez beaucoup des jeunes de seniors qui, volontairement, s'est enrôlé dans l'armée canadienne pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous êtes volontairement engagé pour suivre ces traces de ce militaire-là. Vous n'avez pas l'impression que vous avez une espèce de proximité avec lui? Ben oui, exactement. J'ai toujours senti qu'il était pas loin. Il s'est passé toutes sortes de choses que c'est incroyable, ça se peut pas. Là, je le repense encore aujourd'hui. Je me dis, ça se peut pas que j'aille découvert ou qu'il s'est passé telle affaire sans sa présence. Là. Entre autres, je vous raconte un moment fort de mon voyage. Ça s'est passé en Normandie. Moi, je suivais les positions géographiques. Je me retrouve dans la commune de Marcellet. Il y a quelqu'un qui me dit, va voir le fermier, il connaît des histoires de la guerre. Je vais voir le fermier, je cogne à sa porte. Tout à fait de même, une petite Canadienne qui arrive. Il me fait rentrer, je jase avec lui une demi-heure. Il me dit, faut que tu appelles telle personne. Lui, il a vécu la guerre, puis il me donne ses coordonnées. Je prends ça en note dans mon téléphone. J'ai son nom, son numéro de téléphone. Et je me dis, j'étais un petit peu pressée par le temps. Fallait que je m'en aille vers l'Allemagne. Je me dis, je vais l'appeler dans les prochains jours. Le lendemain matin, j'avais encore une journée à faire en Normandie sur les traces du régiment. Et là, j'ai un de mes collègues de travail chez Olimel, Marco, qui m'avait raconté que lui aussi, son grand-oncle, faisait partie du régiment de la Chaudière et il a été tué dans la bataille de Carpiquet. Carpiquet, qui était qui avait été un endroit, une grosse bataille de 5 jours. Et c'est à côté de Marcellet où j'ai été voir le fermier. Et le matin, je me dis, ça serait le fun de trouver des informations pour Marco et sa famille concernant leur oncle qui a été tué. J'ai l'idée, j'ai un flash, je me dis, dans les dossiers de l'armée canadienne, on peut retrouver les dossiers des soldats tués à la guerre. Et je retrouve rapidement le dossier de l'oncle à Marco qui était Léger Laplante. Et dans son dossier, il y a une position géographique. Donc, où est-ce qu'il a été tué? Là, ça fait ni un ni deux. Je mets ça dans Google Maps. Je me dirige à cet endroit-là. Je passe... C'était un champ de lin l'an passé. Et c'était un genre de
petite rue cul-de-sac. Il y avait 2 fermes. Et là, je prends des photos du champ. Et là, je me demande s'il y a une croix qui a été plantée dans le champ en l'honneur de Léger Laplante, là, vu qu'il a été tué. Mais, je connais pas le propriétaire du champ. J'ose pas y aller à pied. Je fais le tour de la rue. Il y a personne pour me renseigner. Et là, à ce moment-là, je me rends à l'évidence que je pourrais pas avoir d'autres informations, que là, je dois quitter les lieux et me rendre à un autre endroit, à une autre position géographique. En repassant devant le champ de lin, je sais pas pourquoi, j'ai mis les freins. J'étais plus capable d'avancer avec l'auto. Et là, il y a quelque chose qui me disait, non, tu peux pas partir d'ici. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais j'ai retourné sur mes pas, j'ai reviré de bord et à la première entrée de ferme, je suis entrée, je me suis stationnée, j'ai été cognée à la porte de cette maison-là. Une dame me répond, une dame d'un certain âge, et je lui explique que je suis sur les traces de mon arrière-oncle. Elle me fait rentrer, je parle avec son mari. J'y explique c'est quoi le but avec la petite Canadienne, son accent du Québec. Là, lui, ça l'intrigue. Et quelques minutes après, il se lève, il va dans une grosse armoire de bois. Il me sort un livre. Il dit, moi, j'ai vécu la bataille. J'étais à Saint-Manvieux, une commune à côté de Marcellet. Et il dit, moi, j'ai écrit un livre. Il dit, si ça t'intéresse, je te le donne. Et moi, évidemment, je le voulais, son livre. J'ai dit, ben oui, certain, je vais le lire. Je prends le livre et je regarde le nom de l'auteur qui est écrit sur la page couverture. Et là, c'est écrit Monsieur Rouzin. Ben, Monsieur Rouzin, là, je suis sur le choc. Monsieur Rouzin ne comprend pas ma réaction. Là, je lui dis, écoutez, j'ai été voir le fermier à Marcellet hier. Il m'a donné vos coordonnées pour que je vous appelle. Et là, je suis face à vous. Face à vous. Mm-hmm. Et là, c'est les émotions, là. Quelle belle histoire. On aura l'occasion de s'en reparler. Votre livre va paraître au mois de mai. Vous nous tenez au courant des développements dans tout ça. Et on va pouvoir voir bientôt. Tenez-nous au courant de ce fameux documentaire qu'on a fait sur vous en Allemagne. On veut voir ça chez nous en Beauce et peut-être même dans tout le Québec. Merci beaucoup, José Veilleux. Merci. On s'arrête.